plus grand défi aujourd'hui, à mon avis, c'est l'éducation et la sensibilisation de l'ensemble de la population aux thématiques qui sont le changement climatique, les inégalités sociales et surtout leur montrer qu'on a les solutions aujourd'hui pour répondre à ces enjeux. Comment mobiliser les entreprises ou institutions, collectivités, peu importe l'organisation, on peut faire de la RSE partout, eh bien on va avoir un certain nombre d'outils de communication et de valorisation. On fait, on partage et on fait savoir. Peu importe le domaine dans lequel on veut œuvrer, il faut faire vivre les gens, le projet en soi, comme ça ils vont devenir des agents de notre projet, puis ils vont rayonner, ils vont faire rayonner. Tous les petits détails subtils de l'entreprise vont rayonner un peu partout. The only sustainable way is to have a collaborative thinking. We have to enter in a lifelong learning mode where everyone can learn at any pace, at any time. In my view, sustainability means a given community meets its own needs, present and future, with its own resources, without in any way impairing the ability of other communities to meet their needs, present and future. Our children and young ones, we have to prepare them to meet their future in the flexible way, in the innovative way. We have to do this and we need to do it now. Salut les poussettes. Poussette, Michel Serres, 2012. Il est avec nous dans un quart d'heure. Regardez cette photo, un poussette. Ah, mais il y a des gens concernés dans la salle et qui comprennent. Donc vous êtes des fidèles et des engagés. Non, ça c'est nos deux amis du Furet qui nous attendent déjà, ils sont au taquet dans le hall de ce théâtre avec du Michel Serres à tous les rayons, puisque à 17h30, à l'issue de notre plénière de clôture, notre invité d'honneur dédicacera ses ouvrages. Voilà. Ils sont souriants en plus, c'est sympa. Bon, donc qui patiente, on arrive et on arrivera en nombre. On est heureux de vous retrouver une dernière fois, enfin pour cette année, pour la clôture de ce World Forum 2017. Je me permets, Maxime, c'est le photographe officiel du World Forum, de leur dire ce que tu me racontais hier soir. C'est intéressant le regard d'un photographe et il me disait, spontanément, il me disait, j'observe au travers de mon objectif, cette année, il y a un truc qui a changé au World Forum. Je trouve que les gens sont plus impliqués, sont vraiment dans les sujets. Il l'a observé en plénière, on avait démarré fort avec la production qu'on vous a proposé de mener mardi matin, et puis dans tous les moments de ce World Forum. Et c'est vrai qu'on constate, j'espère que vous l'avez vécu et constaté également, qu'on monte en maturité et que cette année 2017 a été vraiment un moment d'accélération, de constat d'accélération du passage à l'acte. L'un des fondements du World Forum, c'est bien évidemment le partage de bonnes pratiques pour essaimer, les démultiplier partout dans le monde. Et puis c'est aussi un lieu fondateur où on pose des actes pour les porter après sur les différents territoires ici et ailleurs. Donc ça a été vraiment sensible, vous le direz, sur les questionnaires d'évaluation, cette implication, cet engagement de chacun d'entre vous, et on vous en remercie. Rien que mardi matin, la production que nous avons faite ensemble, alors ceux qui n'étaient pas là, on vous expliquera, ça nous a permis d'avoir un document de 89 feuillets sur lesquels les équipes du World Forum et son président en tête ont travaillé pendant un jour et une nuit, parce que c'est évidemment un matériau précieux et c'est vous qui l'avez produit au cours de ces 3 jours. Et finalement, tout ça pour continuer à avoir un temps d'avance sur des propositions à faire au monde, à nos entreprises, à notre entourage. Et le temps d'avance, plus que jamais, Philippe Vasseur, président du World Forum, l'aura au cours de cette rencontre de clôture et avant d'accueillir notre invité d'honneur, puisqu'il est en mesure de vous présenter la une du New Yorker de la semaine prochaine. Regardez, et je vous invite, Philippe Vasseur, à venir nous la commenter. Bienvenue. Bon alors Jean-Michel vous a pas menti, vous voyez, c'est la couverture du New Yorker, qui est un journal américain, comme son nom l'indique, plutôt branché,
qui diffuse à plus d'1 million d'exemplaires, donc c'est pas tout à fait rien. Et là, vous avez la couverture du numéro du 23 octobre 2017. Je rappelle que nous sommes le 19. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les thèmes qui nous travaillaient depuis un certain temps et qui ont abouti en quelque sorte à ce forum, pour celles et ceux d'entre vous qui ont assisté à la séance d'ouverture, il en a été longtemps question, on voit très bien qu'ils sont résumés dans cette couverture qui est volontairement provocante, où on a des choses qu'on ne verra jamais. Parce qu'on aura de l'intelligence artificielle, on aura des robots, mais qui prennent cette forme, mais surtout qu'on s'amuse à avoir un petit chien sous forme de robot, j'en suis un peu moins sûr. Ce qui est intéressant quand même dans cette allégorie que représente cette couverture, c'est de voir que finalement, le robot a une sorte de, je ne vais pas dire de pitié, mais de bienveillance ou de compassion, merci beaucoup, je suis aidé, c'est parfait, vis-à-vis de l'homme, qu'il considère d'ailleurs qu'il traite un peu comme un mendiant. Ce n'est pas du tout la vision que nous avons, bien évidemment. Quoique, se pose la question que nous avons évoquée l'autre jour, de se dire, mais si jamais, par bonheur, les robots étaient amenés à nous débarrasser de toute tâche pénible, de toute tâche fastidieuse ou répétitive, on aurait la chance de pouvoir faire autre chose à partir du moment où nous serions capables de répartir le fruit du travail de nos amis les robots. Vaste question que nous n'avons pas résolue, évidemment, au cours de ce forum. Mais je n'ai pas pu résister avec cette couverture. On était vraiment dans l'actualité et je me suis demandé si jamais il n'y avait pas des espions du New Yorker qui étaient dans la salle cette semaine. Bon, peu importe. Alors on est arrivé au terme de notre forum. Aujourd'hui, on m'a dit que ça marchait, mais oui, ça marche. On est arrivé donc à notre conclusion. Alors, je ne vais pas faire de conclusion véritable parce que je crois que la meilleure conclusion qui puisse nous être apportée, ce sera celle de Michel Serres. Il y avait longtemps qu'on s'était dit qu'il nous fallait au World Forum, en plus de tous les acteurs, de tous les témoins que vous êtes, qui viennent présenter leurs bonnes pratiques, quelqu'un qui soit capable de s'élever au-dessus de la mêlée. C'est pas facile. C'est pas facile à trouver. Le monde aujourd'hui ne compte pas une kyrielle de grands philosophes. Et surtout de philosophes qui soient capables de comprendre la complexité du monde humain, et notamment celle qui vient des progrès ou des modifications scientifiques. Michel Serres a le double avantage. Enfin bref, on ne voulait pas, sans être péjoratif, avoir un philosophe de télévision, qu'on voit trop souvent sur les plateaux. On en voulait un vrai. Un vrai. J'ai des noms, mais je ne vais pas vous les donner aujourd'hui. Et ce qui nous intéressait, c'était la culture de Michel Serres, qui est une culture qui est faite d'observation, qui est faite aussi de connaissance de la science et qui est faite d'une réflexion sur l'ensemble de la société et les évolutions du monde. Je crois que pour nous, c'est un vrai bonheur d'avoir un témoignage comme le sien. Et donc, je ne ferai pas la conclusion du World Forum cette année. C'est lui qui la fera, et qui la fera pour moi. Mais je voudrais quand même vous livrer le fruit de quelques réflexions, ce sera très rapide, pour se dire on termine un forum. Mais dès qu'on termine un forum, on pense à la suite. Si jamais nous tenons un forum simplement pour le plaisir de converser entre nous, sans qu'il y ait, en quelque sorte, des conséquences et des conséquences concrètes, des travaux qui s'ouvrent sur le terrain, on aura une utilité qui sera une utilité quand même relativement réduite. Et donc, pour l'année qui vient, pour l'année 2018, nous nous fixons en quelque sorte une feuille de route. Nous nous fixons des engagements. Et vous allez le voir, il y a 3 grands engagements. Certains seront des engagements qui correspondront beaucoup plus à, disons, une lutte d'influence pour essayer de convaincre des acteurs. Et les autres, nous pouvons les accomplir par nous-mêmes, c'est-à-dire nous prendre complètement en main. Le premier type d'engagement, c'est de contribuer, même modestement, à apporter des réponses à des questions qui se posent sur la révolution responsable et que nous avons pu constater au cours de ce forum cette année, le 11e forum. D'abord, et ça m'est venu vraiment ce matin, il faut qu'on clarifie les choses et qu'on sache une fois pour toutes ce que nous entendons, nous, quand on parle de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on voit bien qu'on soit dans un continent ou qu'on soit dans un autre, qu'on n'a pas nécessairement la même définition. Je crois qu'il est important que nous puissions, en dehors de toutes les querelles de chapelle qui peuvent exister, aboutir à cette définition commune. La deuxième contribution qui peut être la nôtre,
Elle est sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut réglementer l'intelligence artificielle? Sincèrement, j'ai quelques doutes. En revanche, quand on sait, et on l'a dit ici, que Google s'est doté d'un comité d'éthique précisément sur l'intelligence artificielle, on pense qu'en la matière, il y a un vrai travail de lobbying, d'influence à développer pour que dans les entreprises concernées directement ou moins directement par l'intelligence artificielle, on se dote de règles éthiques. Et nous pouvons conduire ce travail ici, à Lille, et nous avons les moyens, y compris les moyens universitaires, de le faire, pour proposer ce que peut être un code éthique de l'intelligence artificielle. Bref, je vous propose de réécrire Asimov. Tout le monde sait qui est Asimov. S'il y a des gens qui ne savent pas, Asimov est un des plus grands auteurs de science-fiction du XXe siècle, peut-être même le plus grand. Et il a basé toute son œuvre, c'était un peu visionnaire, justement sur la place des robots par rapport à l'humain. Et il avait émis ce qu'on appelle les 3 lois de la robotique, qui doivent définir, selon lui, quels sont les actes que les robots ne peuvent pas commettre pour nuire en aucune façon à la personne humaine. La 3e loi étant, si jamais tu ne peux pas faire autrement parce que tu mets vraiment un homme en danger, tu te supprimes toi-même. Un code éthique, c'est intéressant. Je le dis à Benoît, qui est là, ici présent. On est preneur, peut-être, de travailler sur cette thématique-là. Ce sera la contribution du World Forum de Lille à cette réflexion qui est une réflexion globale. Deuxième type d'engagement, c'est de proposer, alors là, de façon beaucoup plus concrète, des mesures générales favorables au développement de la RSE. Des mesures qui ne dépendent pas de nous, mais sur lesquelles nous pouvons avoir un rôle de proposition et peut-être même d'incitation. On en a parlé dans le courant de ce forum. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire preuve de cette audace, même si jamais je sais bien que ça déplaît beaucoup dès qu'on commence à parler de fiscalité. D'abord, on n'a pas le droit de parler de fiscalité si on n'est pas inspecteur des finances, et on n'a pas le droit surtout d'estimer que la fiscalité peut être au service d'une cause, elle doit être neutre. Eh bien, il n'empêche que nous pensons que plutôt d'avoir une fiscalité qui est une fiscalité punitive, je sais que certains d'entre vous d'ailleurs trouvent que la fiscalité punitive c'est une bonne idée, sanctionner les mauvais élèves plutôt que de récompenser les bons, je pense que nous aurons plus de facilité à convaincre, en tout cas le monde de l'entreprise tel que je le connais, à se lancer dans une démarche de responsabilité si jamais il y a à la clé, disons, un bonus. Alors c'est peut-être pour les produits responsables, reconnus et estampillés comme tels, un taux de TVA réduit. On a bien les taux de TVA réduits dans certains domaines, pourquoi pas dans ce domaine-là? Ou ça peut être également pour les entreprises qui seraient reconnues comme telles, un taux minoré de l'impôt sur les sociétés. Je crois qu'en matière fiscale, de toute façon, la France est un pays qui est très, très, très bien placé pour faire preuve d'inventivité. Je crois que dans ce domaine, on est un pays extrêmement productif. Et puis, une deuxième possibilité qui nous est offerte, qui existe déjà dans un certain nombre d'entreprises, qui correspond d'ailleurs, je le dis à Monsieur le Président du MEDEF de Hauts-de-France, vice-président national du MEDEF, qui correspond d'ailleurs à des recommandations qui sont dans le code, ce qu'on appelle le code AFEP-MEDEF. Mais je pense que la généralisation de l'obligation d'inclure des critères RSE dans la détermination de la rémunération variable des dirigeants serait une œuvre louable. D'ailleurs, vous a pas échappé, Monsieur le Président, que régulièrement, tous les ans, à chaque fois qu'on connaissait la part de rémunération variable de telle ou telle entreprise du CAC 40, cela déclenchait en général des tonnes de papier, de commentaires divers, variés, qui en général n'étaient pas toujours d'ailleurs au bénéfice de l'entreprise. Je crois que si l'on expliquait que la rémunération des dirigeants, qui est méritée, est en plus une rémunération qui correspond à des critères qui sont des critères entrant dans la responsabilité, ça serait aussi une chose qui pourrait réconcilier le monde de l'entreprise avec l'opinion un peu plus que l'on le fait aujourd'hui. Et puis j'en viens à la dernier engagement que l'on peut prendre. Dernier, c'est fini après. Celui-là, on peut. Celui-là, on peut le faire. On peut le faire nous-mêmes. On l'a déjà démontré ici, dans cette région. Quand nous avons lancé Rêve 3, il y a déjà quelques années, c'était du concret. Quand on a lancé le social business, là aussi, c'était du concret. On peut générer des projets sur un territoire. Moi, je crois énormément à la notion de territoire.
et on va y venir. Michael Schumann, qui s'est exprimé tout à l'heure, qui nous vient des États-Unis, qui représente un mouvement de 35 000 entreprises employant 450 000 personnes, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle l'économie locale, nous a fait une démonstration qui a enthousiasmé un certain nombre de personnes. Bon, on ne vous propose pas de lire son livre, parce qu'aujourd'hui, ce sont les livres de Michel Serres que l'on met en avant. Donc, on pense que nous pouvons déjà, au niveau vertical, c'est-à-dire au niveau des filières, encourager les interactions entre les différentes parties prenantes. Il a été question dans ce forum, et nous y travaillons toute l'année à travers le réseau Alliance, des chartes concernant des achats responsables, notamment. Eh bien, les achats responsables sont une façon de faire progresser les deux bouts de la chaîne, en quelque sorte. Et on peut aussi avoir des chartes qui soient des chartes sur des filières, qui soient des filières industrielles, par exemple. Ma proposition est de dire trouvons non pas seulement chez nous, mais sur les autres territoires. Allez, 10 entreprises pilotes qui sont d'accord pour se livrer à cet exercice et à cette expérience. 10 entreprises pilotes sur les 5 continents. On peut les trouver. Belle démonstration. Si on arrive justement à mettre en avant ces 10 expériences pilotes, ces 10 entreprises, à montrer quelle a été cette chaîne vertueuse qui a pu se créer avec des achats qui sont des achats responsables ou avec des pratiques de filière qui sont des pratiques de filière responsables, on tient là une voie démonstratrice. C'est ça qui est important. Les discours, c'est parfait. On fait des discours. Il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient moins. Là, on est dans le concret. On est dans la démonstration. Et je suis intimement convaincu que c'est ainsi que nous ferons progresser les choses. Et puis, dans la dimension des territoires, on évoquait tout à l'heure Michael Schumann, on doit, je suis intimement convaincu que nous en avons la capacité et que c'est à notre portée, développer des écosystèmes responsables. Des écosystèmes, c'est-à-dire sur un territoire donné, où il y a des synergies, où l'on se connaît, où l'on se croise, où l'on travaille ensemble. On peut associer la totalité des acteurs, c'est ce que nous avons fait avec REF 3, où nous avons associé le monde politique, le monde économique, le monde académique, toutes les personnes qui ont bien voulu s'y mettre. On a cette association de tous les acteurs. On peut développer des marques territoriales, par exemple. Certains l'ont commencé dans certaines régions. On peut développer des produits d'épargne et d'investissement qui aillent au bénéfice des territoires. Ce que nous avons fait quand nous avons lancé le livret d'épargne citoyenne, qui fait que l'épargne collectée sur ce livret est assurée de se retrouver dans des projets correspondant à ce que nous appelons la troisième révolution industrielle dans cette région. Et vous aurez l'occasion, nous présenterons un résultat dans pas très très longtemps, de voir que c'est du concret et que ça s'est chiffré par un nombre tout à fait confortable de projets. Et puis, bien évidemment, c'est dans le cadre d'un territoire que l'on peut, de mon point de vue, plus facilement mettre en place des actions d'économie circulaire, d'économie collaborative. On a vraiment, je pense que le territoire retrouve, avec des nouvelles technologies, dans un monde qui est un monde globalisé, toute sa pertinence. Ça ne veut pas dire qu'on se replie sur notre territoire, c'est exactement le contraire. C'est un des territoires qui peuvent entre eux être en réseau et correspondre et échanger les uns avec les autres, ce que nous faisons ici. Et puis dernier point, et j'en terminerai par là, toujours à propos du territoire, je crois que je crois qu'on peut faire un énorme progrès tout de suite, en intégrant des clauses de responsabilité sociétale, sociale, environnementale dans les marchés publics. Ça, c'est immédiat. Nous, on a travaillé sur une charte d'intégration de la responsabilité sociétale des entreprises dans l'achat public. C'est tout prêt. On n'a plus qu'à le signer. Et dès demain, on voulait quand même vous en réserver la primeur, dès demain, nous allons demander à un certain nombre de collectivités territoriales de cette région de prendre cet engagement, qui est un engagement de responsabilité. Si ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site. On vient de le mettre en ligne pour vous il y a une demi-heure. Et vous trouverez tous les éléments de ce que peut être une charte d'intégration de la RSE dans les achats publics. Qu'on ne vienne plus nous dire que l'on souhaite développer un certain nombre de pratiques, mais qu'on s'y mette et qu'on puisse les résoudre. Ça, je crois qu'on pourra trouver du répondant.
On pourra peut-être même s'y faire signer d'autres acteurs, d'ailleurs, que des collectivités locales. On pourra faire signer des agences d'État, par exemple. C'est une idée par rapport à d'autres. Voilà la conclusion que nous en tirons. Voilà l'engagement qui est le nôtre au terme de ce forum. La feuille de route qui est la nôtre pour l'année 2018, et on vous en rendra évidemment compte. Tout cela, évidemment, nécessitera probablement une chose, c'est qu'on sorte, en tout cas chez nous, de cette tentation permanente de vouloir tout régenter d'ailleurs, c'est-à-dire généralement des beaux arrondissements de Paris. Nous souhaitons avoir la possibilité sur le terrain d'expérimenter, qu'on nous laisse vivre, qu'on nous laisse libres, pas de faire n'importe quoi. On n'a pas envie de faire n'importe quoi, on est responsable. Mais qu'on nous permette ce fameux droit à l'expérimentation dont j'entends parler à chaque fois qu'il y a un discours ministériel ou présidentiel, mais qu'on ne voit jamais venir sur le terrain. Je crois que les temps sont révolus où tout pouvait partir d'en haut pour descendre plus ou moins en bas. Aujourd'hui, nous sommes dans un foisonnement d'initiatives. Permettons à ces initiatives de prospérer et je suis persuadé que ce sera mieux après. Vous avez compris, quand je vous dis que ce sera mieux après, certains pensent que c'était mieux avant, mais je laisse à Michel Serres le soin de conclure sur ce point. Merci pour la transition. Merci, Président. Donc, vous voyez, hein, on est gourmand puisqu'on est arrivé mardi matin ici avec cette note de cadrage que vous aviez téléchargée sur le site du World Forum de cette édition 2017, Révolution responsable, partageons les solutions d'aujourd'hui aux problèmes de demain. Et elle nous invitait à travailler autour de 5 défis et on repart avec 7 propositions dans cette feuille de route que vous venez de nous présenter, Philippe Vasseur. Vous présentiez notre invité d'honneur comme quelqu'un au-dessus de la mêlée, effectivement, sur tous ces sujets et sur ces engagements que vous allez prendre et sur cette feuille de route. On a besoin d'une vigie en permanence au-dessus de la mêlée dans laquelle vous êtes bien évidemment au quotidien, dans vos territoires, vos entreprises, partout là où vous agissez. Michel Serres est une sorte de scrutateur au-dessus de la mêlée du monde et de ses révolutions, qui est un monde fou et merveilleux à la fois, et ça, on le sait bien et on le constate chacun tous les jours, et ça tombe bien puisque justement, nous tous ici au World Forum, on essaie de comprendre ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ce soit mieux demain. Et on a conviction, vous l'avez encore démontré cette année, que bâtir pour demain, c'est complètement possible. Et là, vous avez une belle invitation que vient de nous proposer Philippe Vasseur. Et puis, le au-dessus de la mêlée, il y a un parti pris qu'on relie dans les ouvrages de Michel Serres, c'est la focale culture, la focale humaine, la focale sociale, pour essayer de comprendre comment ce monde peut évoluer. D'où la poussette que vous connaissez bien et sur lequel on faisait un joke tout à l'heure. Donc on est évidemment hyper heureux de pouvoir conclure ces travaux, mais c'est même plus une conclusion. À mon avis, ça va être un envoi. Et donc on a le grand plaisir d'accueillir Michel Serres, membre de l'Académie française. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Merci de cette présentation et je veux bien réagir à ce qui a été dit. La première réaction que j'ai eue en entendant mon prédécesseur, c'est de désirer un peu commenter cette couverture du New Yorker, s'il vous plaît. Avec plaisir. Je pense qu'en regardant cette couverture, j'ai eu la réaction suivante. Il n'y avait sans doute pas aujourd'hui quelque chose de plus ringard et de plus vieillot. Pourquoi ? Parce que la question des robots, on a parlé, je crois, du transhumanisme, mais avant d'être transhumaniste, il faut quand même un peu être humaniste. Et je dois vous dire que, voyons, il y a peut-être 3 millénaires, un peu plus, peut-être 4 avant Jésus-Christ, vous avez entendu parler d'un volcan dans la Sicile qui s'appelle l'Etna. Tout le monde connaît l'Etna. Et savez-vous qu'il y avait dans la chambre magmatique de l'Etna?
eh bien, il y avait un dieu qui s'appelait Vulcain, Héphaïstos, Vulcain qui était le dieu des forgerons. Il profitait du feu pour forger des choses. Et si vous lisez les textes anciens, on s'aperçoit que Vulcain forgeait, je cite, des statues mobiles qui le servaient. C'est-à-dire la question du robot se posait déjà, voici 4 millénaires. Et à cette époque-là, on n'avait pas si peur que ça, mais si peut-être parce que c'était quand même un dieu. Vous voyez, on avait déjà une sorte de terreur religieuse du robot, n'est-ce pas? Et c'est cette terreur que, évidemment, nous cultivons aujourd'hui. Et dont le robot existait déjà à cette époque-là. Et puis, il faut dire aussi que Frankenstein, vous vous rappelez de Frankenstein, qui a été repris 4 ou 5 fois au cinéma, propagé pour ses lecteurs et ceux qui regardaient ces films, une terreur terrible sur les robots, n'est-ce pas? Et même moi, je suis assez vieux pour avoir connu, juste à la fin de la guerre, la même idée que les robots, mais une idée peut-être plus positive, que le robot, dans les années 2000, certainement, servirait la mère de famille, qu'il descendrait la poubelle, qu'il l'aiderait à faire les omelettes, etc. Rien de cela ne s'est passé. Et par conséquent, pour comprendre le robot, je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire. Une histoire fausse, bien entendu, mais symbolique. Il était une fois une jeune fille sortant d'une école de commerce réputée, une jeune fille très brillante, etc., qui était un peu recherchée par les entreprises et qui avait réussi à décrocher presque la lune, puisqu'elle a été nommée, dès la sortie de l'école, secrétaire générale ou secrétaire de direction d'un PDG d'une entreprise du CAC 40. Alors elle rentre dans son métier, un beau matin, elle est bien reçue, on l'amène dans son bureau, et son bureau est somptueux, il est juste à côté du PDG, et elle est très impressionnée par cette espèce d'accueil merveilleux. Alors elle rentre dans son bureau, elle y passe 15 jours, elle y passe 1 mois, elle y passe 2 mois, et elle s'aperçoit terrifiée qu'elle n'a rien à faire. Alors évidemment, terrifiée, elle se dit, si je continue à ne rien faire, je vais peut-être perdre mon poste. Alors elle décide quelque chose d'extraordinaire, elle décide de téléphoner à tout le monde, de courir dans les couloirs très affairés, etc., c'est-à-dire de mimer quelqu'un qui travaille beaucoup. Vous savez qu'en langue française, celui qui ne fait rien s'appelle un fainéant, mais celui qui feint de faire s'appelle le feignant, participe présent du verbe feindre. Il feint de faire. Vous savez, je connais très bien ça, je suis gascon d'origine, vers Toulon et Nice, ils sont fainéants, mais nous, on est feignants. C'est-à-dire, on s'active beaucoup, mais en fait, on ne fait rien. Donc, à ce moment-là, le PDG la convoque dans son bureau et lui dit, écoutez, mademoiselle, je suis tellement content de ce que vous faites, je suis tellement content des travaux que vous effectuez pour moi, que j'ai décidé de vous donner un assistant. Encore plus terrifiée, bien entendu, elle revient dans son bureau et elle voit arriver l'assistant, et l'assistant, c'est un robot. Et nous y sommes. L'assistant, c'est un robot. Elle est devant le robot, et maintenant, il faut le programmer. Parce que qu'est-ce qu'un robot? C'est un support, enfin, un support matériel sur lequel on met un message logiciel ou un programme logiciel. Support, programme. Et il faut programmer le robot qui vient d'arriver à ne rien faire. Ah non. Il faut aussi le programmer à faire semblant de travailler quand il n'y a rien à faire. Et c'est le problème fondamental du robot. Nous y sommes. C'est-à-dire que le robot, c'est un support avec un programme, un support matériel avec du logiciel par-dessus. Par conséquent, il faut programmer le robot. Pourquoi? Pour faire quelque chose. Il faut le programmer pour faire encore mieux. Et encore mieux. Et on va avoir tout d'un coup un robot super programmé, n'est-ce pas?
Et alors, il saura faire des tas de choses, peut-être même mieux que nous, souvent même mieux que nous, très bien. Mais voyons, qui sommes-nous, nous, par rapport aux robots? Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont vu naître des petits-enfants, qui est un événement parmi les plus miraculeux qu'on puisse vivre. Et vous le voyez, ce petit-enfant, il ne sait rien faire. Si vous voyez naître un veau, si vous voyez naître une abeille, si vous voyez naître n'importe quelle espèce vivante, y compris les chimpanzés, dès la naissance, ils savent tout faire. Par conséquent, qu'est-ce que l'homme? L'homme est déprogrammé. Par rapport aux robots, alors, on vous fait peur avec des robots super programmés. Eh bien, oui, des robots super programmés, nous en sommes entourés depuis des milliards d'années. Les oiseaux savent voler mieux que nous. Les poissons savent nager mieux que nous et même sans respirer. Nous sommes incapables de faire des choses pareilles, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes capables? Parce que nous sommes des gens qui avons seulement des capacités. C'est-à-dire nous sommes déprogrammés. Et par conséquent, le vrai problème humain, c'est la déprogrammation. Donc, il n'y a pas de problème de robots. Je veux dire par là que les robots humanoïdes de votre couverture du New Yorker, oh, ça va, quoi. On les connaît depuis Frankenstein, on les connaît depuis toujours. Mais bon, vous m'avez dit, c'est de l'intelligence artificielle. Ah oui, bien sûr, c'est de l'intelligence artificielle. Mais de quand date-t-elle, cette intelligence artificielle? Oh, moi je dirais volontiers de 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ, de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a 5 000 ans, les humains n'avaient de relations entre eux que de manière orale, avec des mots émis par la bouche, par la gorge et reçus par les oreilles. Et c'était la manière d'avoir des relations ensemble et de faire communauté, ou même peut-être de faire un groupe plus nombreux et plus important. Et tout d'un coup, révolution extraordinaire, on invente l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? Ben voilà, c'est un support plus un message. Vous voyez, c'est un support matériel, c'est-à-dire du papier par exemple, biblos, et puis un message au-dessus. Alors voilà, vous avez une page d'écriture qui date sans doute, je ne sais pas, de 3000 ans avant Jésus-Christ, et vous avez la définition d'un élément support-message. Et je ne fais que répéter ça depuis le début. Et cet élément support-message, pourquoi on va l'utiliser? Ben pour une raison très simple. Vous avez souvent suivi des cours où vous avez pris des notes. Mais pourquoi preniez-vous des notes? Ben, pour vous souvenir. Et par conséquent, l'écriture, c'est une mémoire artificielle. C'est déjà de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, depuis cette époque-là, nous ne cessons de fabriquer de l'intelligence artificielle. Et par conséquent, n'ayez pas peur, on fait ça depuis 4000 ans. N'ayez pas peur, les robots existent depuis des milliards d'années. Voyons, regardons de nouveau la couverture ringarde du New Yorker. Oui, d'abord elle est vieille, et ensuite, c'est la représentation. C'est-à-dire, voyons, voilà, telle machine m'aide à travailler, telle machine m'aide à écrire, l'ordinateur, telle machine m'aide à me souvenir, l'ordinateur de nouveau, telle machine sert à me résoudre des problèmes, à nouveau, bien sûr. Mais ils n'ont pas la forme d'homme. Supposez que Google ou Apple ait inventé un ordinateur qui ait une tête, des épaules, un front, peut-être, non, pas de sexe aux États-Unis, et des jambes, vous seriez terrifié par l'ordinateur. Et pourtant, il ferait la même chose que votre ordinateur. Par conséquent, demain, nous aurons certainement des outils ou des machines qui feront le travail pour nous mieux que nous. Oui, mais si vous lui donnez la forme humanoïde, vous allez être terrifié. Et par conséquent, c'est du bluff.
c'est du baratin. C'est rien du tout. Le problème du transhumanisme devrait soulever chez chacun un immense éclat de rire. Voilà. Et par conséquent, oui, c'est ma manière de réagir à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la couverture du New Yorker, oui, je la daterai de début 19e, à l'époque de Frankenstein, vous voyez, à peu près, à peu près. C'est rien du tout. Évidemment, les gens qui utilisent ça sont les plus riches du monde. Ils ont donc la faculté, et je les connais bien, j'ai quand même enseigné 47 ans dans la Silicon Valley, je connais ça par cœur, et par conséquent, ils utilisent leur fortune pour développer ou répandre leur idéologie, mais vous voyez, elle est en carton. C'est rien du tout. Vous voyez. C'est une idéologie vieille comme le monde. Voyez. Et par conséquent, ce que vous prenez pour nouveau n'est pas si nouveau que ça. Voilà. C'est la première réaction que j'aurai à la couverture du... Alors, je vais me lever. Vous avez aussi été à l'écoute de ce qui s'est produit. Ça fait 11 ans que ce World Forum existe. On a senti une forte évolution les premières années. C'est la RSE, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. C'était un concept. C'est maintenant une réalité. Et Philippe Vasseur nous disait tout à l'heure, maintenant il est important de remettre l'église au milieu du village et de redéfinir ce que ça veut dire exactement. On a envie de votre point de vue au-dessus de la mêlée par rapport à l'engagement social de l'entité, du corps social entreprise aujourd'hui. Comment vous voyez les choses et comment ça peut évoluer? D'abord, je dois avouer que je ne suis pas tellement au-dessus de la mêlée, parce que quand j'étais jeune, comme on le faisait dans mon pays, je jouais à ce jeu qui s'appelle le rugby, et j'étais dans la mêlée. Voilà. Par conséquent, je n'ai pas l'habitude d'être au-dessus de la mêlée, mais je m'amuse. Comment je vois aujourd'hui les éléments ou la conduite que nous voulons tenir dans les temps contemporains? Ça, c'est vraiment intéressant, parce que la question, c'est d'être le plus lucide possible sur les temps que nous vivons, d'être le plus clair possible et de comprendre le mieux possible les éléments qui nous entourent. Eh bien, je pense vraiment, et je voudrais vous convertir là-dessus, je pense vraiment que nous sommes en train de vivre la période la plus exceptionnelle de toute l'histoire, qui n'a aucun équivalent dans toute l'histoire. Et d'ailleurs, comme cette période est exceptionnelle, elle demande des jugements exceptionnels et des prévisions exceptionnelles. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Alors, je le dis dans mon livre, et c'était mieux avant, mais je l'ai déjà un peu dit dans les livres précédents. Il y a des éléments qu'on peut lister, si vous voulez, et je les dis rapidement pour ne pas vous ennuyer. Le premier élément, c'est que nous sommes en paix depuis 65 ans. Et personne ne s'en aperçoit. Or, si vous voulez, un intervalle de paix de 65 ans est unique dans l'histoire. Il y a des historiens qui ont fait des évaluations là-dessus et qui pensent qu'entre l'an 3000 et maintenant, l'humanité a été en paix entre 5 et 6% du temps, pas plus. C'est la guerre perpétuelle. Par conséquent, nous sommes en paix. Cette paix dure de telle sorte que fait que notre temps n'a jamais eu d'équivalent depuis bien avant la guerre de Troie, etc. Et encore, on a perdu le souvenir de ça. Donc, jamais. Et donc, nouveau. Première nouveauté. Deuxième nouveauté, dans les années, disons, qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, des biologistes ou des médecins du génie ont inventé un ensemble de pénicilline, d'antibiotiques, de sulfamide, etc., qui ont plus ou moins éradiqué les maladies infectieuses. En gros, si vous voulez, un médecin des années 35-36, il doit y en avoir dans la salle, non pas des années 36 évidemment, recevait dans son cabinet 4 syphilitiques, 4 malades des poumons, tuberculose, et 2 autres. En 1955, il n'y a plus que les 2 autres. Et par conséquent, à partir de là,
il se passe un événement absolument nouveau dans toute l'histoire, c'est que l'espérance de vie passe soudain de 40 ans à 80 ans. C'est-à-dire, elle croît verticalement, l'espérance de vie, dans cet intervalle. Et par conséquent, si vous voulez, depuis cette époque-là, on a une nouvelle vie, on maîtrise mieux la naissance, on recule la mort. En gros, si vous voulez, il y en a peut-être parmi vous, une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort que nouveau-né en 1700. Par conséquent, aujourd'hui, les conséquences de cette élévation ou cette croissance verticale de l'espérance de vie sont considérables, absolument considérables. Lorsque mes ancêtres se mariaient, ils se juraient fidélité pour 5 ans. Hein. Lorsque Petite Poussette se marie aujourd'hui, elle jure fidélité à son petit poussé pour 65 ans. Ce n'est pas tout à fait le même mariage. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, la conséquence sociale est considérable. D'autre part, je parle de finances, mais ça ne m'arrive pas souvent de parler de finances, mais c'est intéressant de le faire, puisque la croissance arrive à 80-84 ans, je ne serai pas là, si vous voulez, pour vous le dire, tout ça, il y a des questions d'héritage. Et si on hérite, si on décède autour de 80, 85, 86 ans, les héritiers seront déjà à la retraite. Et par conséquent, le patrimoine financier colossal va rester tout d'un coup circulairement dans les générations improductives. Et économiquement, c'est une nouveauté extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand vous lisez des romans du XIXe siècle, il y a toujours un héros qui est un jeune homme qui est en train de bouffer allègrement à l'âge de 30 ans l'héritage de ses parents. Vous voyez, ça n'existe plus. Par conséquent, pour les nouvelles générations, vous dites qu'il faut donner beaucoup de conseils aux jeunes générations. Je ne suis pas complètement sûr que ça soit vrai. Je crois que j'ai beaucoup appris des jeunes générations et que le conseil, là, doit être réciproque. C'est-à-dire que les vieux doivent écouter, vous savez, qu'est-ce que la science? Ben, la science, c'est ce que les adultes apprennent aux enfants. Qu'est-ce que la technologie? Ben, c'est ce que les enfants apprennent aux adultes. Ben ouais. Vous-même, vous avez l'expérience. Quand quelque chose ne marche pas dans votre ordinateur, vous appelez votre fils ou votre petit-fils, qui va arranger ça très vite. Ouais. Par conséquent, vous voyez un rééquilibrage de la fonction pédagogique. Je m'arrête là-dessus. Donc, espérance de vie verticale, la paix aujourd'hui dégénéralisée. Ensuite, des chiffres concernant l'agriculture. Pas les entreprises, mais simplement l'agriculture. Jusque dans les années 1900-1950 à peu près, nous étions, dans les pays anglo-saxons, vous voyez, comme la France, la Belgique, l'Allemagne, etc., entre 60 et 70% d'agriculteurs. Aujourd'hui, nous sommes 3,6% d'agriculteurs. Et par conséquent, là, il y a une rupture extraordinaire qui n'est jamais arrivée dans l'humanité, que les pères nourriciers de l'humanité ont vu leur nombre fondre, et ce n'était pas arrivé depuis le néolithique, au moment où précisément des ancêtres de génie ont amélioré et ont commencé à élever des espèces de faune et de flore dans leurs fermes. Et par conséquent, si vous ajoutez tous ces éléments, la vie, la mort, un nouvel homme, attention, dès le moment où l'espérance de vie croît, voyons, pendant ma vie, j'ai vu la démographie mondiale se multiplier 2 fois par 2. 2 fois de 4 fois de 8. C'est-à-dire moins de 2 milliards, aujourd'hui un peu moins de 8. Il n'y a pas de vie humaine au cours desquelles la démographie mondiale est crue comme ça, en se multipliant 2 fois par 2. Bon, je m'arrête. J'ai fait la liste là d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de paramètres qui, précisément, n'ont jamais eu lieu dans toute l'histoire humaine, et même hominienne, si vous voulez. Donc, une nouveauté qui doit dater de millions d'années. Et cette nouveauté, nous n'en avons pas complètement conscience. Et c'est ce que fait mon livre, en disant c'était mieux avant, mais je vais vous dire pourquoi.
c'est ce que fait mon livre, c'est-à-dire de dire, bon, étant donné ces conditions, étant donné ces circonstances, il est bien clair que nous vivons aujourd'hui dans des cadres juridiques, dans des cadres politiques, dans des cadres institutionnels, etc., qui datent d'une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Et par conséquent, aujourd'hui, nous avons presque la nécessité d'inventer à nouveau frais des relations humaines, des institutions, des groupes, des appartenances, etc., dont nous n'avons pas idée. Donc la nécessité d'innover aujourd'hui vient de cette bascule, de ce fait, si vous voulez, que nous vivons un moment fantastiquement nouveau à l'intérieur de cultures, etc., fantastiquement anciennes, aussi anciennes que la couverture du New Yorker, aussi vieille, ringarde que cette couverture. Et par conséquent, là aussi, la question est... Alors évidemment, dans mon livre, c'était mieux avant, j'évalue cette affaire-là, j'évalue cette nouveauté, etc., et je la compare à ce que j'ai connu étant jeune. Et si je la compare à ce que j'ai connu étant jeune, eh bien voilà, je vous assure, c'est beaucoup mieux maintenant. Alors, ce bouquin... Par rapport à ce bouquin, j'ai encore 2 questions à vous poser et puis on donnera la parole. Parce que j'ai pas entendu à cause. Pardon ? Recommencez, les applaudissements ont couvert votre voix. J'ai pas entendu. Ah, pardon. Je pensais que vous vouliez qu'ils applaudissent à nouveau. Applaudissez à nouveau. Moi non plus, j'avais pas entendu. Encore 2 questions et après on donnera la parole quelques minutes à la salle. On a le temps. Donc dans le C'était mieux avant, effectivement, votre fameuse poussette qui est née en 2012, je crois. Poussette parce que Agile du pouce, des pouces. Je voulais vous dire qu'il y a une entreprise américaine que je connais bien parce que je vis là, qui s'appelle Petit Mou et qui a fait des sondages depuis que j'ai écrit Petite Poussette qui montrent qu'au-delà de 30-35 ans, on travaille avec les index. Et après, on travaille avec les pouces. Ça coupe un peu... Moi, à l'école de journalisme, j'ai appris avec 3 doigts. Vous ne connaissez pas cette entreprise qui s'appelle Petit Mou ? Pardon ? Vous ne connaissez pas ? Non. Non ? C'est où ? Ah ben c'est Microsoft. Parce que... c'est pour ça que quand je suis arrivé, je ne comprenais pas très bien World. Qu'est-ce que ça veut dire World ? Ah, le monde. Wow. Et pourquoi vous ne dites pas monde ? Parce qu'ailleurs, on dit world et on accueille ailleurs. Anglais, vous êtes des entreprises. Si vous parlez tout le temps anglais, vous faites le lit au marché anglo-saxon et vous vous privez de votre propre marché. Ça, c'est très astucieux. Vous savez, devant vous, il y a au moins la moitié d'invités qui viennent du monde et qui parlent l'anglais tous les jours. Non, donc, qu'il y ait une langue de communication, il y en a toujours eu une. Et c'est l'objet, La Méditerranée parlait grec au 5e siècle avant Jésus-Christ, ensuite ça a été le latin, ensuite c'est le français, aujourd'hui c'est l'anglais, demain ça sera le hirdou ou le pékinois. Bon, il y a toujours eu une langue de communication, bien sûr, mais qu'elle soit une langue dominante, c'est autre chose. C'est-à-dire les pays qui la cultivent font leur suicide culturel et économique. Nous en sommes là. Donc, si vous avez une révolution responsable à faire, parlez donc français. C'est une révolution formidable. Il faut lui donner la plaquette. Elle est en français. Responsable avec un A, je le voyais avec un I partout. Non, oui, mais on a les 2 versions là, sur l'écran qui est devant vous. Non, 2 questions. Donc, dans ce bouquin, Poussette est face à ce que vous appelez les grands papas ronchons, le c'était mieux avant, sur une série d'items. Vous avez cité l'agriculture, ce monde de paix depuis 65 ans, ok. Mais Poussette, elle voit aussi que, en même temps, ce monde voit des gens, des populations qui se comptent par centaines de millions, qui n'ont pas accès
à des droits fondamentaux. L'eau, par exemple, vous en dites 2 mots là-dedans. D'autres biens fondamentaux auxquels devrait avoir accès en équité toute personne. Qu'est-ce que vous lui répondez à Poussette? Parce qu'elle se révolte, Poussette. C'est une très bonne question, parce Merci. qu'elle est elle aussi très vieille. Figurez-vous qu'au XVIIe siècle, un certain Leibniz, celui qui avait inventé le calcul infinitésimal, avait prétendu que le monde était le meilleur possible. Et Voltaire, qui ne comprenait rien à la philosophie, lui disait, mais enfin, c'est pas possible que tu dises que le monde est le meilleur possible, puisque la terre tremble à Lisbonne. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je n'ai pas dit, cher ami, que le monde était bon, que le monde était globalement bon. Parce qu'en effet, je ne suis pas complètement idiot. Je sais qu'il y a de la famine, je sais qu'il y a de la violence, je sais qu'il y a des attentats. J'ai même beaucoup écrit sur cette affaire-là. Donc je ne suis pas idiot. C'est vrai que notre monde n'est pas bon, n'est pas entièrement bon. Mais il est meilleur que celui qui précède. Mais il est largement meilleur que... Mon évaluation, là, est une évaluation temporelle qui va du présent vers un certain passé et qui évalue à la fois la nouveauté de notre temps et ce qu'est... Alors, l'essentiel de mon titre, c'est mieux. Je n'ai pas dit bon, je dis mieux. Et paradoxalement, tout d'un coup, on s'aperçoit que mieux, c'est un peu moins que bon. Au lieu que le comparatif, c'est un peu moins. Oui, parce que, effectivement, le problème du mal se pose tout le temps, bien entendu. Et nous avons à le résoudre, et c'est notre travail quotidien. Et c'est le travail de tout projet, d'accord. Et ça, je suis conscient. Mais je dis simplement que c'était mieux. Pas bon, mais mieux. Voilà, mieux avant. C'est là où Voltaire se trompait par rapport à Leibniz. Donc c'est une vieille histoire, et très souvent, on m'oppose des arguments comme ça. Je suis bien obligé de répondre que oui, en effet, il y a encore des attentats, des viols, etc., tout ce que vous voulez, des viols. Je crois que même il y a 1 à 2 femmes par semaine qui meurent en France sous les coups de son mari ou de son amant. Vous voyez, c'est quand même terrifiant, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, oui, c'est vrai, le monde n'est pas bon, oui, bien sûr. Mais voilà, cette évaluation, c'est résout la question, qu'est-ce que le progrès? Voilà, qu'est-ce que le progrès? Est-ce que nous sommes vraiment conscients du type de progrès que nous avons accompli depuis, disons, la Seconde Guerre mondiale? Voilà, c'est toute la question. Et vous qui êtes dans l'économie, vous qui êtes dans l'entreprise, vous ne pouvez pas vous passer de comprendre réellement le monde dans lequel on vit et de comprendre réellement les exigences institutionnelles, etc., qu'exige aujourd'hui le monde actuel. C'est dingue parce que ce que vous venez de dire, c'était mon autre question. De ce que j'ai compris en vous lisant, c'est une invitation permanente à comprendre la complexité, à avoir cette culture de l'apprentissage avant d'agir. Et quand on se met dans la posture d'un chef d'entreprise, d'un papa, d'une maman, ou des vieux ronchons, non pas les vieux ronchons, mais de vous avec Poussette, comment, expliquez-nous, on a besoin d'avancer là-dessus, comment animer, développer une culture de comprendre pour pouvoir agir. Ce monde est complexe. Là, on parle de RSE, on parle de nouveaux modèles économiques, d'économie circulaire. Enfin, on est en train d'entreprendre des virages. Mais si on veut emmener tout le monde dans ces virages et dans ces nouveaux horizons, il faut leur donner la culture de comprendre avant d'agir. Comment on peut faire? En publiant un livre qui s'appelle « C'était mieux avant ». 5 euros. En effet, nous sommes en train non, mais 5 euros, les amis. Hein. Sur la couverture, il y a un dessin que j'aime beaucoup et qui représente une femme en train de laver le linge dans les années 50. Avec un battoir. Et elle est à genoux devant le lavoir et elle tape sur le linge avec son battoir, n'est-ce pas? Je reçois des lettres aujourd'hui à propos de ce livre
de femmes de 70 ans à peu près qui me disent « Oh monsieur, si vous saviez, le lave-linge, c'est le plus beau jour de ma vie. » Et il y a du vrai, vous voyez, c'est-à-dire, regardez, puisque vous êtes dans les entreprises, j'ai été dans une entreprise, mon père était extracteur de cailloux sur la Garonne et de sable. Eh bien, quand j'étais jeune, on travaillait à la pelle, n'est-ce pas? Et le tas de sable, on l'attaquait à la pelle pour l'envoyer en haut sur la benne des camions, n'est-ce pas? Vous voyez le travail. Bon. Il fallait remplir le camion à coups de pelle. 10, 20 ans après est arrivée la bande transporteuse. Alors, l'effort était un peu moins puissant, puisque on mettait la pelle là et on la versait dans la bande transporteuse au lieu de la soulever. Et puis après, la bande transporteuse a disparu, on a eu des tractopelles, c'est-à-dire des chargeurs. Et on a pris la pelle, la pioche, la fourche à 9 brins, et on l'a mis au garage. Et il y a eu des araignées tout d'un coup sur les manches. Vous voyez. Et la pénibilité du travail s'est transformée de manière colossale. La responsabilité concernant les accidents du travail, je me souviens très bien, au moment où on a obligé les maçons à mettre des casques. Mais ils se révoltaient, ils ne voulaient pas. Ils croyaient que c'était... la baisse des accidents de travail a été continue, vous voyez. Et par conséquent, je prends des exemples familiers, des outils, de l'hygiène, de l'alimentation. L'alimentation, peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont d'origine paysanne, qui ont su faire la cuisine du cochon, par exemple, l'hiver. Et bon, on mettait tous les jambons dans la cave, et quand il était prêt à manger, mon père sortait son couteau et enlevait les vers. Hein. Ben, c'était de la biodiversité, ça, c'est certain. Mais l'alimentation était moins surveillée. On était malade d'indigestion, oui, entre 2 et 3 fois par mois. Ça n'existe plus, et ainsi de suite. Donc, c'est un livre un peu gai, vous voyez, parce que je m'amuse un peu à raconter des détails comme ça, quotidiens, concrets, etc. La langue, pour la faire langue voir doc. à quel point ça... Ouais. C'était mieux avant, dit grand-papa Ronchon ne cesse de dire à petite poussette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour ses retraités, c'était mieux avant. Or, cela tombe bien, avant justement j'y étais. J'y étais, et je peux dire qu'à cette époque-là, je l'ai dit, je crois, nous étions gouvernés que par des braves gens. Ouais. Oui, ah oui, bah, vous démarrez par ça, hein, et vous les citez. Hein. C'est vrai que le générique est important à rappeler, Claire. Non, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Sur quel fondement posez-vous vos espérances pour que ce soit mieux demain? Vous avez 2 heures. Non, 2 minutes. Hein. C'est déjà pas mal de tenter d'être lucide sur le monde dans lequel on vit. Je dois vous dire que pour essayer d'anticiper ce que sera demain, il vaut mieux que vous invitiez Madame Soleil. Elle le sait, moi je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi. Pour une raison vraiment que vous devriez méditer longuement. Vous avez assisté, par exemple, je prends des exemples au hasard, à la chute du mur de Berlin. Est-ce que dans les journaux 8 jours avant, vous avez trouvé un spécialiste de sciences politiques, un économiste, etc., qui disait « attention, attention, le mur va tomber ». Personne. 8 jours avant, 4 jours avant, 2 jours avant, on ne savait pas. Et tout d'un coup, le mur est tombé. C'est imprévisible. À ce moment-là, le temps passe après la chute du mur, et puis des journalistes, des historiens vont dire le mur est tombé pour telle et telle raison. D'ailleurs, ils se disputent pour les raisons, ils en trouvent de magnifiques, etc. Mais c'est après. C'est après qu'on comprend ce qui s'est passé. Mais avant, on ne peut pas prévoir. Je veux dire par là, vous savez, je l'ai dit pour les robots tout à l'heure, les robots considérés dans les années 50-60, si vous voulez, étaient des robots manuels. Mais aucun n'imaginait que la robotique passerait par le travail intellectuel. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est pas du travail manuel pour les robots, n'est-ce pas? C'est un robot intellectuel, un robot formel, si vous voulez. Mais personne ne l'avait imaginé. Et j'ai un ami que je cite, et qui est de l'Académie des sciences, qui, pour parler de l'innovation comme ça, ou de la prévision, a une très jolie histoire.
que je vous récite. Il dit, dans les années 15-16, au moment où on s'est aperçu que la guerre de 14 traînait en longueur, les stratèges ont vu, étant donné la largeur du front, que le problème, c'est un problème de communication entre les armées engagées. Et par conséquent, ils se sont mis à travailler vraiment sur la question de communication. Et en travaillant vraiment sur les affaires de communication, ils se sont adressés au haras pour que les chevaux soient plus performants et aux éleveurs de pigeons pour que les pigeons voyageurs soient plus nombreux et plus performants eux aussi. Et à ce moment-là est arrivée la radiographie. Allô, allô? D'où elle est venue? Elle n'est pas venue des pigeons, elle n'est pas venue des chevaux, elle est venue, la radio, tout d'un coup, a résolu le problème de façon foudroyante, elle est venue d'ailleurs et c'était imprévisible. Vous voyez? C'est pour ça que je préfère pour demain réserver ma réponse et la transférer à Madame Soleil. Elle est morte. Votre ami, c'est Thierry, je crois? Pardon? L'ami dont vous parlez dans le bouquin, c'est Thierry? Non, non, c'est un autre. Ah, c'est un autre. Non, parce que le Thierry en question, il vient de chez nous. Hein, il est de Château-Thierry, hein, je crois, et des Hauts-de-France. Alors, on va prendre deux, trois questions. Et puis, il n'y a pas de conclusion. Hein. Elle est là, la conclusion. Vous nous ferez un petit coucou final quand même, Philippe Vasseur, si vous voulez bien. C'est le bon moment parce que c'est vous qui allez parler. On a largement commenté la une du New Yorker. Vous avez un commentaire? Non, je la trouve complètement déplacée. Elle correspond à l'inverse de ce que nous avons dit en disant qu'on ne verra jamais des robots qui ressembleront à l'homme. Mais simplement, ça montre bien le niveau de préoccupation des gens aujourd'hui, tout simplement. Pour qu'un journal comme celui-là se mette à écrire ou à présenter des choses pareilles. D'ailleurs, moi, ce qui m'a le plus frappé, je vais vous dire, c'est pas tellement le robot avec le petit chien. Le petit chien robot, c'est complètement ridicule. Encore que ça existe. Hein. Ils en font au Japon des comme ça, enfin, on se demande bien pourquoi. Non, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on puisse imaginer que le robot allait faire l'aumône à l'homme qui allait être réduit à la mendicité. C'était ça. On peut le programmer pour ça. Oui, bien sûr. Oui, mais qui programme? Oui. Tout est une question de programme. Voilà. Et l'idéologie américaine consiste à dire plus c'est mieux. Moi, je me souviens très bien avoir dîné un jour à Baltimore dans un restaurant. On m'a donné un plat tellement horrible que je n'ai pas pu le consommer. Et le maître d'hôtel est venu me poser des questions. Il m'a dit « Ah, vous en voulez plus ?» Et pour eux, plus c'est mieux. Et plus vous programmez un robot, en effet, plus il est pointu dans une sorte de performance. Vous voyez? Comme la pieuvre, comme le pigeon voyageur, etc. Et il est vrai, si vous voulez, que là, c'est une question très, très fondamentale de savoir qui nous sommes. Et il est vrai que nous sommes déprogrammés, n'est-ce pas? Et c'est parce que nous sommes déprogrammés qu'on peut apprendre, qu'on peut s'adapter de façon foudroyante à des circonstances imprévues. On est des gens de l'imprévu, pas les animaux. Les animaux qui font des choses 10 fois supérieures à nos performances ne sont pas adaptés à l'imprévu, ou rarement, vous voyez. Nous sommes adaptés à l'imprévu. Voilà. Nous sommes déprogrammés. Voilà. Tu as un micro? Qui veut le prendre? Allez-y. Oui, monsieur, là. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une petite question parce que je trouve qu'il y a un paradoxe. Vous dites que c'était pas mieux avant, et pourtant quand nous on travaille sur ces nouveaux thèmes de la RSE, etc., de l'impact positif, on retourne toujours à d'anciennes méthodes. Je pense par exemple à l'économie, à d'anciennes méthodes. Par exemple sur l'économie circulaire, sur le raccourcissement des filières. En fait, on s'inspire vraiment un peu comme la Renaissance du passé. Et donc vous nous dites c'était pas mieux avant, c'est mieux après, mais on essaye de s'inspirer du passé. J'espère avoir été clair. Qu'est-ce que vous pensez? L'exemple de la bioéconomie, par exemple. Vous pouvez trouver des détails ou des exemples qui mettent en échec ma thèse, mais ce ne sont que des exemples, ce n'est pas une évaluation globale. C'est ça que je voulais dire. Oui. Et par conséquent, vous avez raison, aujourd'hui, il y a tel et tel problème. Mais voilà, la question, c'est pas que le monde soit bon, etc. Oui, voilà.
Les circuits courts qu'on met en place aujourd'hui, ils existaient il y a un siècle. Hein. Non, mais la boucle, il a détruit. J'ai mal peut-être répondu à votre question. Pas complètement, à mon avis. J'ai le sentiment que je n'ai pas bien répondu. Recommencer. Parce que je suis un peu sourd. En fait, maintenant, sur les nouveaux modèles économiques, en tout cas qu'on essaye de mettre en place dans nos entreprises, on s'inspire beaucoup de ce qui se faisait avant. C'est-à-dire, par exemple, les circuits courts dans l'agriculture, l'économie circulaire où on va recycler les déchets. Le recyclage. Et voilà. Et tout ça, ça existait il y a des siècles et des siècles. Je pense que j'étais frappé le premier jour, c'était Raphaël de Circulaire. Il est encore là, Raphaël ? Oui. C'est-à-dire, qui disait qu'il fallait prendre exemple de la nature. Oui. Donc voilà, on essaye de s'inspirer du passé. Oui. Et vous nous dites, voilà, c'était ça la contradiction que j'aimerais bien que vous éclairiez. C'est une vraie question, en effet, une profonde question à laquelle je n'ai pas répondu. En effet, maintenant, je vais répondre. En effet, le plus souvent, lorsqu'on veut innover, on continue la courbe précédente, n'est-ce pas ? Et on dit cette courbe précédente va avoir une sorte de résultat de cause sur la suite, et donc on peut prévoir l'avenir. Je vais vous faire une confidence. J'ai enseigné toute ma vie et la discipline que j'enseignais, c'était l'histoire des sciences. L'histoire des sciences. Et elle m'a appris quelque chose de considérable, c'est qu'est-ce que c'est que l'invention ? Qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Un tel a inventé ça, un autre a inventé ça. Comment a-t-il fait pour inventer ? Comment a-t-il fait, etc. Et je peux vous dire que dans 8% des cas, l'innovation n'avait absolument rien à voir avec le précédent. Et que non seulement la chose n'avait rien à voir, mais la communauté scientifique qui recevait cette information ne la recevait pas. C'est-à-dire qu'il considérait que ce type était un baladin, rien du tout, et souvent, il mourait dans la misère. Boltzmann, qui invente la grande équation de thermodynamique, se suicide à Trieste. Et puis, vous avez peut-être lu la vie du docteur Semmelweis. C'est extraordinaire. Le docteur Semmelweis était obstétricien, il était il dirigeait 2 cliniques où les femmes accouchaient, et la première clinique était tenue par des bonnes sœurs, et l'autre par des étudiants en médecine. Or, la clinique où les étudiants en médecine officiers avait 4 fois plus de morts par fièvre puerpérale que celle par les bonnes sœurs. Alors, il a fait l'hypothèse que ce n'était pas forcément à cause des prières. Oui, c'est une bonne hypothèse scientifique, n'est-ce pas ? Et alors, il s'est aperçu que les étudiants en médecine ne se lavaient pas les mains entre la dissection des cadavres et l'accouchement des dames. Mais pour nous, c'est évident. Mais pour l'époque, c'était incroyablement faux. Et il est mort, en effet, exclu. Il a été même condamné par les associations médicales. Vous voyez. Et là, vraiment, vous avez des cas que je peux raconter, j'en pourrais en raconter des tonnes, où précisément, le fait de faire la suite de la chose, ça peut être bon. Je ne suis pas contre. Il peut arriver, en effet, qu'en extrapolant, vous ayez à un moment la bonne solution. Mais la vraie innovation n'a rien à voir avec c'est ce que j'ai dit à propos de la communication par radio par rapport aux pigeons voyageurs et aux chevaux. Vous voyez, rien à voir. Voyez. Et c'est intéressant de penser ça, surtout dans un temps où le mot innovation est partout et personne ne sait vraiment ce que c'est. Oui. Raphaël ? Oui, Raphaël ? Merci beaucoup pour cette présentation qui était extrêmement inspirante. Ça donne envie d'acheter votre livre et on pourrait vous écouter des heures durant. Et une remarque que vous avez faite, que j'ai beaucoup appréciée, c'est la science, c'est ce que les parents apprennent aux enfants et la technologie, c'est ce que les enfants apprennent à leurs parents. Et du coup, il y a un point fondamental que vous levez, qu'on est un peu en train de perdre aujourd'hui, c'est le transfert de connaissances intergénérationnelles. Oui. C'est-à-dire que aussi bien les jeunes peuvent apprendre aux plus âgés, mais aussi l'inverse. Et la question d'avant, c'était, on revient des fois à des systèmes qui étaient mis en place
par nos ancêtres, et donc on a besoin de ce transfert de connaissances. Mais il se perd, comment on peut le stimuler, et comment on peut favoriser ces échanges intergénérationnels? Est-ce que vous pensez que c'est important? Ça dépend des gens. Vous savez, j'ai envie de dire que, quoique ayant travaillé 47 ans dans la Silicon Valley, étant très averti de ces problèmes, j'ai 87 ans et j'appelle régulièrement mes petits-enfants quand j'ai un pépin, quand ça plante, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas. C'est-à-dire, j'utilise les nouvelles technologies comme un outil. Eux, ils sont dans le monde généré par les nouvelles technologies. D'un côté, il y a une utilisation, de l'autre côté, il y a une culture. Et cette culture est en effet celle de Petite Poucette, ce n'est pas la mienne. Donc il est vrai encore que, quoi qu'au courant, j'ai encore des difficultés de détail, tandis que, comme ils vivent dans ce monde, le détail pour eux ne compte pas. Vous voyez, et ça c'est vrai. Alors comment favoriser ça? Évidemment, ça dépend des lieux, ça dépend des personnes, ça dépend des bonnes volontés, et ça dépend surtout de l'humilité des adultes. J'invite beaucoup les adultes à une humilité spéciale en un temps de nouveauté tel que nous connaissons aujourd'hui. Oui, nous avons besoin d'humilité, nous. Alors quand on dit « il faut enseigner aux jeunes », etc., ça va. Ça me rappelle, je suis un ancien marin. Et dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, est arrivé le radar, l'ASDIC, etc. Bon, et on était très au courant. J'avais 20 ans, 25 ans, très au courant de ces problèmes. Mais l'amiral qui donnait des ordres derrière mon dos ne comprenait rien à rien, bien entendu. Alors il disait que je disais comme amiral, on pourrait dire à gauche 25. Alors il criait à gauche 25, il ne savait pas pourquoi. Donc, si vous voulez, cette espèce d'écart qui autrefois était normal, si vous voulez, du point de vue. Hein, allez, j'en raconte une autre. Une dernière pour la route. Je me souviens avoir vécu dans un petit village du Quercy où jamais une voiture automobile n'était arrivée. Et quand la première voiture automobile était arrivée, les paysans levaient le capot en disant « Où est le cheval ?» Et moi, quand je raconte cette histoire, je dis « Ah, les gens des villes qui n'ont jamais vu de chevaux et qui n'ont vu que des automobiles, si un cheval passe devant eux, ils vont lever la queue en disant « Où est le moteur ?» Vous voyez, tac, le décalage. Merci, la dernière question. Ah, quelqu'un... Oui. La dernière... Pardon. Qui a le micro? Là. Bon, c'est la dernière question. Merci. Merci beaucoup. Où êtes-vous? Oh, il est tout là-haut. Levez-vous, voilà. Parlez fort parce que je suis dur d'oreille. Oui. Merci, Monsieur Serre. Ça va, comme ça? Je force un peu peut-être là. Je me demandais, vous êtes tellement inspirant, est-ce que vous pouvez m'aider avec un problème que j'ai, que peut-être un certain nombre de gens de ma génération ont, avec l'éducation nationale? En particulier, vous avez dit, le monde change beaucoup et les structures actuelles sont inadaptées. Et je n'arrive pas à penser l'éducation nationale et à la vivre avec mes enfants. Pouvez-vous me donner des conseils? Non. Voilà. Merci. C'était la dernière question. D'abord, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale et je ne le serai jamais. Mais d'autre part, il y a quelque chose que je voudrais vous dire à cet égard. J'ai enseigné donc 45-50 ans, aussi bien aux États-Unis qu'en France, très bien. Et je me suis aperçu que ceux qui posaient ces problèmes et ceux qui avaient les solutions faisaient des réformes. Il faut réformer l'école, bien sûr. Et donc, il l'a réformé chaque fois qu'il passait au ministère. Et par conséquent, on était réformé tous les ans, tous les 2 ans. Imaginez une usine qui fait des fixes chaussettes et tout d'un coup, on leur dit « faites des tuyaux ». Et puis, après les tuyaux, ça sera des pelles mécaniques, etc. La réforme de l'enseignement est un problème insoluble pour le moment, et il est insoluble dans tous les pays du monde.
Nous voulons mimer les États-Unis. Ils sont dans un état de pédagogie pire que tous les autres pays du monde. Et on veut les imiter. C'est une véritable catastrophe. Ils sont dans un état lamentable de connaissances. Nous sommes presque très supérieurs. Et nous ne le savons pas. Enfin, on est réformés. Voilà. Et c'est un des 5 défis de la révolution responsable. Merci Michel Serres, merci beaucoup. Oh, restez avec nous quelques secondes. Merci beaucoup. Anguille. Vous ne m'en voudrez pas si je dis qu'il s'agit d'une standing ovation? Ah si, je vous en prie. Bon, je pense que les applaudissements se passent de tout commentaire. Je voudrais juste pour terminer raconter une petite histoire. Vous m'en avez donné l'idée. Hier, quelqu'un m'a raconté l'histoire suivante. C'est un homme qui est sur un cheval. Le cheval est au grand galop, il traverse un village. Et quelqu'un lui crie « Mais tu vas où comme ça ?» Et le cavalier répond « Je n'en sais rien, tu demandes au cheval. » Voilà, le cheval le sait. C'est un peu la conclusion que l'on peut avoir si jamais on se laisse déborder et si jamais on ne programme pas nous-mêmes. Oui, c'est-à-dire si vous relisez la couverture du Hawker, alors le robot le sait, pas vous. Voilà, merci infiniment et j'espère rendez-vous à l'année prochaine. On se retrouve dans le hall avec Michel Serres pour ses signatures et on aura certainement l'occasion de continuer à échanger. Merci à tous et bon retour.